Alors, c'est un livre sur le centre culturel islamique, créé par une élite de musulmans en 1952 à Paris, et intitulé L'islam présenté par des musulmans. Pourquoi? Parce que l'islam, au moment où les musulmans sont devenus des citoyens par millions, on sollicite jamais les musulmans. C'est toujours présenté par d'autres qui s'arrogent le droit de parler au nom du musulman en leur absence. Or, les animateurs et fondateurs de ce centre avaient le niveau des grands spécialistes de l'islam à l'époque. C'est ce qui les a amenés à coopérer intellectuellement avec les plus bienveillants parmi eux. Et nous avons 3 membres du CNRS parmi ses fondateurs. Donc, c'est Mohamed Hamidullah, dont l'érudition était vanté par son maître Massignon et son autre maître Godefroy de Montbine. Ensuite, il y avait Othman Yahya, que tout le monde a oublié, qui était aussi au CNRS. C'était un élève de Massignon et de Corbin, et qui s'est spécialisé dans la philosophie musulmane, et c'est lui qui a classé les manuscrits de Ibn Arabi que l'orientalisme peinait à étudier, parce que c'est très compliqué du point de vue langue arabe. Et il a été détaché au Caire pour ça. Et sans le travail de Othman Yahya, Chodkevitch, Grill et Gilis n'auraient pas pu travailler sur Ibn Arabi. C'est lui qui a déblayé le terrain. Et il y avait Madame Eva de Vitré-Mérovitch, qui était déjà fonctionnaire au CNRS et qui s'est convertie à l'islam à la lecture du livre en anglais, la série de conférences de Sir Mohamed Iqbal, intitulée « Reconstruire la pensée religieuse de l'islam ». Et puis, il y avait les 2 Bamat le père, Haïdar Bamat, qui est l'ancien président de la République du Caucase, qui a tenu jusqu'en 1921 face à l'armée rouge. Et puis, quand ils ont été défaits, il décide de s'installer dans le 15e arrondissement à Paris, où son fils aîné, Najmuddin, est né en 1922. Et donc, on a quelque chose d'assez particulier. On a le père et le fils qui participent. Le fils était très précoce. Il avait participé au livre célèbre Visage de l'islam, publié en 1946 chez Payot par Haïdar Bamat, qui était passé du djihad à l'ijtihad. Il était intéressé notamment par les musulmans francophones, notamment algériens. Il a écrit pour eux. Il leur a redonné la fierté d'être musulmans, alors que l'université d'Alger publiait des ouvrages hostiles ou qui ne les encourageaient pas à étudier l'islam. Or, tous les grands militants du PPA lisaient le livre de Bamat, Visage de l'islam, qui était distribué par les éditions Nahda, fondées par Malik Ben Nabi, Salah Ben Saïd, Khaldi et Bimouni. C'est une maison qui s'est spécialisée pour une réflexion autonome par rapport à l'orientalisme. Et Bamat, le fils, a participé à la rédaction de chapitres sur l'art, alors qu'il n'avait que 23 ans, parce qu'il vivait entre la Suisse et Paris. Haïdar Bamat il était apatride quand ils ont été chassés du Daghestan et de la Tchétchénie. Et le roi d'Afghanistan lui a attribué la nationalité afghane. Il l'a nommé chargé d'affaires en Suisse et en France. Et c'est ce qui a permis à ses enfants de rencontrer l'émir Shekib Arslan, qui était devenu son ami. Et donc, Haïdar Bamat était vraiment le doyen de cette élite. Et on avait avec eux Khaldoun Kinani, qui était un Syrien qui avait étudié dans les années 30. Il a fait une thèse sur les universités musulmanes médiévales, mais il a fait carrière à l'UNESCO, à Londres. Et après sa retraite, il a été nommé à la tête du premier bureau de la Ligue islamique à Paris, ouvert en 1977. Mais c'était quelqu'un il n'a pas beaucoup écrit. Maintenant non plus, Najmuddin n'a pas beaucoup écrit, c'est un orateur dont j'ai réuni une partie des conférences, mais en cherchant bien, on en trouvera d'autres. Et puis, ils ont ouvert l'adhésion. On a une liste non exhaustive d'adhérents, notamment Malik Ben Nabi. Il a adhéré. Et à la rubrique nationalité, il a mis colonisé. Et Hamidullah, il a payé beaucoup plus parce qu'il était déjà
il était prof déjà en Inde et puis au CNRS ici, et il a mis nationalité musulman. Donc ça donne le ton. Et puis il y avait beaucoup d'autres. Alors il n'y avait pas de maghrébins. Ben Ali n'était pas un membre fondateur, mais tous les autres, c'était des intellectuels venus même en dehors de Asman Yahya, c'était des musulmans non arabes. Et ils avaient d'excellentes relations avec Massignon, Laouste, Martelot, qui était un économiste spécialisé dans l'islam, et Jacques Merck par la suite. Et c'est grâce à cette proximité qu'ils ont pu animer une université ouverte à partir de 1957 à la Sorbonne, ce qui est impossible aujourd'hui. D'abord parce que les nouveaux spécialistes de l'islam ne s'intéressent qu'aux informateurs indigènes parmi les musulmans, alors qu'à l'époque, il y avait une égalité et un respect. Même quelqu'un comme Hamidullah, là est venu le solliciter pour avoir des manuscrits que les autres ne connaissaient pas. Aujourd'hui, non. Les politiques sécuritaires n'admettent que les informateurs indigènes, les autres intellectuels, ils les craignent. Bon. Donc, rappeler cette période et surtout leur projet collectif, ils voulaient répondre de manière conséquente à la demande croissante de connaissance de l'islam qui était suscitée par l'aggravation de la guerre en Algérie. D'où leur université ouverte, mais ils voulaient, sur le plan éditorial, publier un ouvrage collectif. Ils se sont mis d'accord, ils ont fait de ce qu'on appelle du brainstorming pendant plusieurs séances, et on a eu la chance de récupérer ces archives, ce qui constitue le noyau dur de ce livre. C'est la réflexion au bout de plusieurs réunions, et ils se sont fait aider par un jeune musulman, Michel Sotrivis, qui travaillait au Seuil. Il leur a donné tous les conseils pour que le livre soit abouti, mais malheureusement, ils n'ont pas continué. Et donc, ce livre reprend la sténographie de ce brainstorming et est complété par des articles, un échantillon d'articles, parce que Hamidullah et Othman Yahya ont écrit des dizaines d'articles, et complété par un jeune qui s'appelle toujours Abdelghafour Farhadi. C'est un Afghan qui est arrivé ici, qui a étudié au Longso et a soutenu un mémoire sur Hallaj en persan. Et on a ajouté un de ses textes qui montre qu'il était habitué à la méditation du Coran. Il manque Madame Eva de Vitré. S'il y a une réédition, on peut ajouter ces textes qui étaient très clairs dans les petites revues. Et c'est un livre qui remonte loin dans l'histoire, mais il reste d'actualité à cause des enseignements que l'on peut tirer. Voilà un groupe qui ne se connaissait pas. Et ce sont des musulmans venus de territoires éloignés du monde musulman. Et Paris a permis à ces musulmans de mieux se connaître. C'est le rôle de Paris, la ville des Lumières, qui n'était pas colonialiste. Et puis, ils se sont rapidement regroupés autour d'un projet collectif. Et ils ont eu une relation normale avec les grands orientalistes, ce qui apporte un certain petit démenti aux thèses d'Édouard Saïd. Les orientalistes qui ont aidé cette élite ne sont pas concernés par la critique d'Édouard Saïd, qui présente l'orientalisme comme il l'accuse de collusion avec le colonialisme, ce qui est vrai. Mais eux étaient déjà anticolonialistes. Et donc, pour remplir les vides de l'étude de l'islam en France, on a besoin d'une histoire intellectuelle, et ce volume est une contribution qui peut être complétée par d'autres, notamment la Fraternité musulmane de 1907, et là on n'a pas respecté notre chronologique, et puis après les agrégés musulmans de l'Université française, qui méritent un volume. Et alors ils sont au moins 5, c'est le Hadj Sadouk, Boubaker, le père, c'était un très mauvais recteur, mais un très bon traducteur du Coran, et les autres agrégés plus jeunes, Arkoun, Merad et Turki. Et donc ça permettra de publier un jour un ouvrage synthétique sur l'histoire intellectuelle de l'islam qui est négligé par les politiques sécuritaires pour des raisons qui leur sont propres. Mais si on veut une connaissance impartiale et établir la vérité historique, il faut s'éloigner de la vérité des politistes qui est pire que celle des affaires indigènes des années 30.